La connexion, la connexion est bonne? C'est bon, c'est très bon. Ah, ok, pardon. Ouais, et donc, je suis chargé de recherche à l'IRD et je suis rattaché au laboratoire Magma et Volcan et qui se trouve à Clermont-Ferrand, en France. Mais en ce moment, je suis détaché à l'IRD en Nouvelle-Calédonie et je travaille essentiellement sur les volcans du Vanuatu. Donc, vous aurez compris, je travaille plutôt sur les volcans, pas sur les séismes, mais comme vous allez voir à travers la présentation, les deux sont issus du même processus géodynamique, euh, surtout au Vanuatu. Pardon. Je reviens sur le machin, pardon. Et donc, le séminaire est initié, à mon avis, suite au séisme du 17 décembre 2024. C'est un très gros séisme qui a eu lieu au large du Port Vila. Donc, Port Vila étant la capitale du Vanuatu. Et la capitale étant ici, et c'est à 24 kilomètres à l'ouest, nord-ouest de la capitale. 24 kilomètres, c'est donc relativement proche. C'est un séisme de magnitude 7,3 et qui a une profondeur de 50, un petit peu plus de 54 kilomètres. Le séisme a duré un peu autour de 25-30 secondes, ce qui est relativement long, et a causé 14 victimes directes, 265 blessés, 1092 de déplacés. Ça, ce sont des chiffres qui sont rapportés par l'USGS. 731 habitations endommagées ou détruites, d'importants dégâts aux infrastructures. Donc, la ville, il y a beaucoup de bâtiments dans la ville qui ont été détruits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de surfer un peu sur ce séisme. Et il y a souvent les images sur le bâtiment qui a hébergé l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, qui ont été complètement endommagés par le séisme. Il y a eu des coupures d'électricité et de télécommunications. Juste après l'éruption, on a essayé de joindre les familles sur Port Vila, mais ça, on s'est rendu compte que la télécommunication ne marchait plus. Heureusement que très vite, il y a des habitants qui ont eu accès à Starlink et qui commençaient à diffuser les premières informations, les premières images sur les dégâts causés par ce séisme. Alors, c'est la ville de Port-Vila, il a été monté par des réservoirs d'eau placés un peu en altitude. Ceux-là, ils ont été aussi endommagés, donc problème d'alimentation en eau. Et l'intensité de ce séisme, donc on mesure l'intensité par l'échelle de Mercalli, et il est estimé à 8 sur Port-Vila. Et je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans la zone un petit peu, Port-Vila étant ici, la zone au nord-ouest de Port-Vila, elle est plutôt proche de l'échelle de 9, ce qui est extrêmement violent. Donc les secousses dans ces zones, ils peuvent secouer, les gens peuvent difficilement rester debout. Il y a les possibilités que les gens soient projetés au sol. Les bâtiments qui sont non renforcés sont endommagés ou effondrés. Il y a eu de nombreux glissements. Et là, on a fait une espèce de simulation ici. Ça, c'est toujours les analyses de l'USGS. Et on voit bien que la partie
nord-ouest de, de Port-Vila, il y a eu énormément de glissements de terrain. Et donc, c'est ici qu'on a l'intensité des événements, de l'événement est plus intense. Il y a également des fissures dans les sols, on voit à travers l'île, et des zones de liquéfaction, notamment sur la partie sud de l'île d'Effaté. C'est souvent là ou dans les zones où il y a les zones ont été remblayées et lorsque le secousse a eu lieu, le sol se soustrait et donc ça entraîne des déstabilisations de certains bâtiments. La population a beaucoup de gens avec qui on a discuté, ils sont effrayés par ce phénomène parce que beaucoup n'ont jamais vécu ça. Enfin, la plupart, je crois que personne n'a réellement dit qu'il a vécu ce genre d'événement. Et, euh, et ça a entraîné des impacts psychologiques assez importants sur l'île. Et plusieurs jours après, il y a eu plusieurs séismes par jour. Et ensuite, ça s'est étalé. Donc, un séisme par jour et ensuite un séisme tous les 2 jours et ainsi de suite. Et on a comptabilisé. Aujourd'hui, il y a encore un peu de séisme, mais c'est décalé. Donc, enfin, ouais, c'est décalé dans plusieurs jours. Il n'y a pas de séisme tout le temps, mais il y en a encore. On a comptabilisé jusqu'à aujourd'hui à peu près plus de 300 séismes qui sont des magnitudes 2 à 6. Donc, tous ces séismes qu'on appelle les répliques, ils sont essentiellement liés au fait que la surface qui a été secouée est en train de se rééquilibrer. Donc ça prend du temps puisque le séisme est très fort. Donc voilà en gros ce qu'on sait sur ce séisme de Port-Vila. C'est quelque chose qui est assez violent, assez fort, qui a créé énormément de dégâts. Je crois que Port-Vila n'a jamais été secoué aussi fort dans son histoire moderne. Il y a peut-être eu des séismes dans le passé de cette ampleur, mais je pense qu'à l'époque, la ville n'est peut-être pas aussi développée ou il y a pas gros monde. Donc, il faut remonter un peu dans l'historique et regarder un peu dans les histoires géologiques. Mais alors, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'on a des séismes sur Port-Vila, au proche de Port-Vila? Et j'ai essayé de regarder un peu dans l'archive pour essayer de voir, retrouver des séismes, et je n'ai retrouvé, sur les 22 dernières années, il y a eu 2 séismes proches de Port-Vila que j'ai reportés ici. Il y en a un en 2002 qui est aussi à peu près dans la même zone, mais ici, mais à la distance de 50 kilomètres, avec une profondeur mais relativement proche de la surface par rapport à celui de décembre. Et ensuite, on a un autre qui est en 2010, qui, pareil, il est à une profondeur de 20 km avec une magnitude assez fort aussi, 7,3, donc équivalent à celui de décembre. Mais sur ces deux-là, il n'y a pas eu de dégâts aussi catastrophiques qu'on a vécu, tels que les gens ont vécu en décembre de l'année dernière. Donc, il se pose des questions. Alors, pourquoi est-ce que celui-là a fait plus de dégâts que les deux autres? Sans doute parce qu'il est beaucoup plus proche. Donc, on voit, lui, c'est 20 km, les autres, c'est 3 km. Mais enfin, c'est pas si éloigné l'un de l'autre, si éloigné que ça. Et d'autres questions que j'ai remarquées, c'est que eux, ils sont à 21 km de profondeur, 20 à 21 km, alors que lui, il est plus profond. Il est à 54 km. Donc, il y a encore des questions. Pourquoi est-ce que ce séisme est violent alors qu'il est plus profond? Sans doute parce que la cassure, lorsque le séisme est dû parce qu'il y a une cassure, peut-être que l'orientation de cassure est peut-être à l'origine. Et comment est-ce que les compartiments d'une part ou l'autre de la cassure, de la faille, jouent?
ça aussi, ça a son rôle sur le dégât causé. Mais là, en ce moment, il y a des études. Je sais qu'il y a des sismologues, des spécialistes de séisme travaillent sur ce séisme et ils devraient nous apporter plus d'informations dans les prochains mois. Ce que je voulais montrer ici, c'est que finalement, ce séisme est certes catastrophique, mais il y en a d'autres dans cette zone. Et donc, ce séisme de 17 décembre n'est pas un cas isolé. Il y en a eu d'autres. Alors, pour positionner un peu, pour comprendre un peu pourquoi il y a ce séisme au proche de Port Vila ou autour des Fateh, il faut qu'on prenne un peu de recul et regarder la zone sur un plan plus grand, à l'échelle de l'arc, voire à l'échelle régionale. Et donc, j'ai mis ici, pour essayer de se repérer un peu, voici Port Vila, et qui est à peu près au centre de l'archipel. L'archipel de Vanuatu est ici, un archipel qui s'étale à peu près nord-sud et il fait à peu près 1000 kilomètres. Et Port Vila est à peu près au milieu. Port Vila, il est situé à Nouméa. Moi, je suis actuellement à Nouméa. Je suis ici. Et de Port Vila à Nouméa, on est à peu près à 500 kilomètres. Et l'autre capitale proche, c'est celui de Fidji qui est là, Suva. Il fait à peu près 1000 kilomètres, un peu plus. Donc voilà, en gros, pour se situer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve Port Vila ou le Vanuatu. Et j'avais reporté Hanoï pour voir la distance et je crois qu'on est à peu près à 8000 kilomètres. Donc très loin. Des enjeux géodynamiques certainement très différents de ce qu'on connaît au Vanuatu. Et donc, si on regarde un peu les séismes à l'échelle de l'arc du Vanuatu, on se rend compte que finalement, il y a énormément de séismes de magnitude 7 et plus. J'en ai comptabilisé sur le siècle passé, sur les 100 ans derniers, 86 séismes de magnitude 7 et plus. Donc, qui sont proches des surfaces et qui vont même jusqu'à au-delà de 150 kilomètres de profondeur le long de l'arc. Donc, tout ça pour dire que, en fait, le séisme, celui de Port Vila, n'est pas un cas isolé. Il y a énormément de séismes au Vanuatu et de magnitude très forte et qui ne concernent pas que Port Vila, ils concernent l'ensemble de l'arc de Vanuatu. Et donc, pour comprendre pourquoi les séismes, il y a des séismes à Port Vila et il faut regarder finalement l'ensemble de l'archipel pour répondre à la question. Et donc, si on prend encore euh, une échelle un peu plus large, on se rend compte que finalement, le Vanuatu étant ici, Port Vila à peu près là, eh bien, on est entouré c'est des zones sismiques partout. Donc, on part de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est là, on descend aux Salomon, et là, le Vanuatu. En Nouvelle-Calédonie, finalement, il n'y a pas beaucoup de séismes, des gros séismes, j'allais dire. On a le Fidji, qui est ici, et on a le Tonga, et qui va jusqu'à Nouvelle-Calédonie, et Nouvelle-Zélande, pardon. Donc, on a énormément de séismes dans la zone. Et ça, c'est le séisme sur une année complète sur cette zone. Donc, j'en ai comptabilisé plus de 3900 séismes de magnitude 4 et plus. Le minimum par jour, c'est 3. Sur une journée, partout dans cette région, on peut sentir un séisme. Et le maximum, c'est 39 séismes dans une journée. La moyenne, donc, se situe autour de 11 séismes par jour. Donc, la zone est géodynamiquement très active, énormément de séismes dans la zone. Et donc, les séismes tels que j'avais présentés tout à l'heure, il y en a eu dans le passé, il y en a eu beaucoup, et il va certainement en avoir d'autres dans le futur. La question est maintenant de construire
ou de trouver des normes qui peuvent permettre de moins subir lorsqu'il y en aura d'autres séismes de telle ampleur dans le futur. Alors, pourquoi est-ce que les séismes sont dans cette zone? C'est parce que on a, si on regarde bien, ils sont sur des zones bien précises, ils ne sont pas distribués au hasard, ils sont sur les lignes de subduction. C'est-à-dire qu'ici, on a une plaque qui plonge par rapport à une autre plaque. Et dans ces zones-là, c'est essentiellement eux, ces phénomènes-là de subduction, qui sont responsables de séismes dans l'archipel. Et si on, dans l'archipel, dans la région, pardon. Et si on regarde la zone sur l'ensemble de Pacifique, la plaque Pacifique, vous avez la plaque Pacifique qui est là. C'est la plus grande plaque du monde actuel. Et on voit en jaune ici, sont représentés, ce sont les séismes qui font le tour de la plaque Pacifique. Et en rouge, ce sont des volcans qui sont également situés sur des zones autour du Pacifique. Ce sont des zones de subduction. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, la subduction et les activités volcaniques dans les zones autour du Pacifique sont globalement liées au processus de subduction. Alors, et si je reviens dans notre zone, et pour connaître un peu plus la région. La région, elle est très difficile, donc j'ai du mal à essayer de faire euh, tout simple, de représenter tout simplement toutes ces difficultés euh, qui constituent la géodynamique de la région. Mais en gros, voilà ce qu'on constate. Vous avez ici la zone de subduction du Vanuatu, qui commence ici au niveau de Salomon et qui descend jusqu'à la partie sud de Vanuatu et qui se prolonge ici au sud. Et de l'autre côté, on a la zone de subduction ici de Tonga et qui descend jusqu'à Kermadec. Et là, on a la vitesse de subduction. Donc, la plaque qui est l'autre côté dans cette zone, c'est la plaque Pacifique. Et la plaque Pacifique est en train de passer au niveau de la zone de Tonga-Kermadec sous la plaque australienne avec une vitesse de l'ordre de 16 à 24 cm par an. Donc, c'est extrêmement rapide. Et de l'autre côté, on a aussi une zone de subduction, mais cette fois-ci, on a affaire à la subduction de la plaque australienne. Alors que, si je reviens en arrière, sur la zone ici, globalement, c'est la plaque pacifique qui passe en subduction. Ici, il passe sur la plaque australienne. Ici, il va passer sur la plaque philippine. Là-haut, il va passer sur la plaque eurasienne. Mais alors, quand on regarde sur la zone ici, là, la zone du Vanuatu, eh bien, c'est plutôt la plaque australienne qui est en train de passer sous le bassin nord-fidjien, qui est ici. Voilà donc une première particularité, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et si je fais une espèce de coupe entre A et B, ici, que j'ai représenté là, on voit que la zone de la subduction au niveau du Tonga Kermadec, elle descend extrêmement loin, elle va jusqu'à autour de 800 km. Donc vous voyez là en rouge, ça c'était les séismes qui sont liés aux subductions de cette plaque du Pacifique sous la plaque australienne. Et de l'autre côté, on a d'autres subductions qui viennent à opposer presque et qui descend, lui, jusqu'à simplement entre 300 et 400 kilomètres. Pourquoi est-ce que, on se posait la question, mais pourquoi est-ce que celui du Vanuatu ne descend pas au-delà de 400 kilomètres et pourquoi celui
de Tonga, lui, il descend jusqu'à plus de 800 kilomètres. Alors, une des réponses est que, en fait, la, la plaque pacifique, elle est beaucoup plus vieille et elle est plus froide, elle est plus dense et donc plus lourde. Et donc, du coup, elle peut aller plus profond, plus rapidement et plus loin. Évidemment, lorsque la plaque va rentrer en subduction, il va tendance à être chauffée. Et donc, du coup, elle va perdre son rigidité, elle va être chauffée progressivement. Mais celui du Pacifique, tel qu'on voit ici, il descend très loin, c'est tout simplement parce que, en fait, c'est une plaque qui est très vieille, donc plus de 100 millions d'années à peu près. Et là, ça descend et ça va aller très loin. Donc là, c'est une des réponses qui permet de dire que finalement, ceux du Vanuatu, il va pas loin, c'est parce qu'il n'est pas si vieux que ça. C'est une plaque qui est plutôt une plaque plutôt jeune. Enfin, la subduction est plutôt jeune, alors que la subduction ici, elle a démarré il y a 40 à 50 millions d'années, mais la plaque subductée, elle est assez vieille. Et alors, une subduction plutôt jeune par rapport à la zone de Tonga, mais alors, lorsqu'on regarde l'archipel, je reviens sur l'archipel du Vanuatu. Alors, comment est-ce que, c'était pour dire, mais pourquoi il y a cette subduction, elle est si jeune, et pourquoi elle ne va pas plus loin, et pourquoi elle est si jeune? Là, une des réponses était de regarder l'arc du Vanuatu lui-même, et on s'aperçoit que l'arc de Vanuatu, elle est divisée en trois provinces, trois ceintures orientées le long de l'arc. Donc, il y a la ceinture ouest, donc la partie ouest de cet arc, qui est constituée par les îles de Torres, Sonto et Malicolo, et la ceinture est, qui lui est constituée par Maevo et Pentecôte, qui sont deux îles qui sont carrément à l'est de l'arc. Et enfin, les îles, la chaîne centrale qui constitue les îles les plus récentes, et c'est ceux où on trouve les volcans actifs en ce moment. Ces îles-là, ils sont d'âge entre 14 à 25 millions d'années, alors que les chaînes centrales constituent des îles qui sont de l'ordre de 4 à 7 millions d'années, donc beaucoup plus jeunes. Et ceux-là, ils sont un petit peu entre les deux, donc autour de 7 millions d'années. Mais ceux-là, ils ne sont pas des îles volcaniques. Ce sont des îles qui sont remontées là suite à la contrainte venant de l'Est et de l'Ouest. Mais restons sur cette île plus ancienne. Alors, si elles sont anciennes par rapport au bassin, si je passe de l'autre côté, ça, c'est le contexte actuel. C'est le contexte actuel, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on va dans ces secteurs, on va trouver ça. On va trouver la subduction de Tonga-Kermadec. On va trouver le bassin de l'eau entre Tonga et Fidji. On va trouver ce bassin nord-fidjien et on va trouver cette zone de subduction qui a démarré aux îles Salomon et qui continue en bas et se poursuit ici au sud de Fidji. La question est, lorsqu'on regarde la date, lorsqu'on la date de ce bassin-là, ce bassin, il est plus jeune que les îles du Vanuatu. Et donc, la question qui se pose, alors si ces îles du Vanuatu se forment, celles-là, ce sont ces îles-là, celles les plus anciennes, s'ils sont formés avant ce bassin, la formation de ce bassin nord-fidjien, alors si on enlève ce bassin, eh ben, on va rapprocher ces îles là-haut, dans la zone de subduction, qui est aujourd'hui inactif, mais il était actif dans le temps. Il y a plus de 10 millions d'années, cette zone était active et il y a des subductions dans cette zone.
Donc, je passe à diapo suivant. Si on se projette à 10 000 ans avant, on est dans ce cas de figure-là. Cette zone de subduction qu'on voit là, il remonte et il continue pour aller jusqu'à Salomon et continue jusqu'à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas de coupure et la subduction était active jusqu'à 10 millions d'années à peu près. Et ensuite, il y a environ 8 à 4 millions d'années, on assiste à une ouverture. Donc, il y a une partie de cet arc, qui était à l'époque l'arc de Vithiaz, c'est cette Vithiaz qui est là, eh ben, il a été cassé et il est repoussé dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, si on place le centre ici, ça va tourner. Donc, il y a une rotation vers le sud-ouest. Et c'est cette rotation qui va créer cet espace-là qu'on a finalement aujourd'hui appelé le bassin nord-fidjien. Donc, du coup, ces îles-là, ils sont ici, les vieilles îles, ça c'est ils sont formés finalement lorsque le volcan, enfin lorsque l'arc de Vithiaz est là-haut et lorsque le bassin nord-fidjien n'existait pas. Donc, les séismes qu'on a ici et qu'on a enregistrés au Vanuatu, ils sont liés à la subduction de, de la plaque australienne, tout simplement parce que on a cette ouverture qui s'est créée après, entre 8 à 4 millions d'années. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avant ça, il n'y a pas de bassin. Toute cette zone de bassin nord-fidjien n'existait pas. Et donc, lorsque ces bassins n'existaient pas, ces îles-là, ils sont formés suite à la subduction qui se trouve en haut, sur la zone de Vithiaz. Donc, avant 10 millions d'années, entre 8 à 4 millions d'années, et ça, c'est la situation qu'on a aujourd'hui. Autre chose qui vient rajouter à la difficulté de cet arc de Vanuatu, c'est cette zone d'Entrecasteaux. À force de se rapprocher de l'arc, cet archipel de la Nouvelle-Calédonie, l'arc de la Nouvelle-Calédonie qui est là, il se poursuit et il est en train d'entrer en collision ici, il y a 3 millions d'années. Et donc ça, c'est en train de créer des perturbations sur le bassin nord-fidjien, notamment la formation de cette limite qui sont ici, dans ces fractures de cette zone-là. Donc, du coup, ça amène une difficulté encore plus sur cette zone de bassin nord-fidjien et surtout dans la région. Et alors, la question qui se pose, alors, c'est alors, pourquoi est-ce que cet arc a basculé? Pourquoi est-ce qu'on a fabriqué le bassin nord-fidjien? Comment est-ce que cela est devenu possible? La réponse, elle se trouve à cette entité-là, qui s'appelle le plateau d'Anton-Java, qu'on a dessiné ici et que j'ai repris sur cette figure. Ça, c'est le plateau d'Anton-Java. C'est une formation basaltique assez épais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des trappes de Décan. C'est la formation, elle est identique à ça, c'est-à-dire que c'est lorsque à la mise en place de ces plateaux basaltiques, c'est pendant des phénomènes volcaniques très intenses. Et donc, celui-ci a eu lieu dans le passé. On est toujours en train de relier les événements dans l'histoire de la Terre par rapport à la mise en place de ces basaltes, comment on appelle ça, de ces plateaux basaltiques. Donc ici, ils ont représenté trois. Visiblement, c'était un seul et ça a été
découpé, morcelé au cours de son histoire. Mais ce qui nous concerne ici, et ce qui est celui-là, c'est son arrivée sur l'arc de Vidyas. Je vous ai parlé de, je vais revenir en arrière, cet arc de Vidyas qui fonctionnait il y a plus de 10 millions d'années et qui est responsable de la formation des îles anciennes du Vanuatu, eh bien, a arrêté de fonctionner parce que il y a ce gros plateau basaltique, il est venu, il a heurté cet arc et il a carrément arrêté le fonctionnement de cette subduction. Et il a causé la rotation de cet arc du Vanuatu. Du coup, avant, on n'a pas de subduction, il n'y a pas de subduction de la plaque australienne. C'est surtout la plaque pacifique qui passe sous la plaque australienne. Mais par contre, suite à ce phénomène-là, il a forcé la plaque australienne de rentrer sous le bassin nord-fidjien. Beaucoup de gens appellent ça, attribuent ça à la plaque pacifique aussi, mais comme il est formé très tardivement, on a tendance à dire le bassin nord-fidjien. D'accord? Donc, c'est l'arrivée de ce plateau basaltique. Le plateau basaltique qui est là, il faisait 30 km d'épaisseur. 30 km d'épaisseur, alors que la lithosphère océanique normale, elle fait autour de 7 km. Donc, vous voyez que l'arrivée de quelque chose qui fait 30 km sur quelque chose, sur la lithosphère océanique qui fait 7 km, eh ben, il ne va pas résister. Donc, c'est lui qui a bouleversé toutes les structures ici et qui a fait basculer euh, les îles, les anciennes îles, et qui a créé la subduction finalement de la plaque australienne sous le bassin nord-fidjien. Et donc, c'est à cause de ça que on a des vitesses de subduction. Donc, vous imaginez ça, ça a basculé par ici. La vitesse normale, la vitesse de la, de la plaque australienne, il est généralement autour de 6-7 cm par an. Mais au niveau du Vanuatu, cette zone-là, la vitesse, elle est très élevée. Elle est à 12 à 16 cm. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement la plaque qui bouge dans cette direction, mais c'est aussi le fait qu'il y a l'ouverture de ce bassin norvégien qui fait basculer. Donc, on a une addition de deux processus. D'un côté, on a la plaque qui plonge, mais là aussi, l'ouverture du bassin nord-fidjien. Donc, c'est pour ça qu'on a des vitesses qui sont assez élevées sur cette zone. Et ça crée la particularité, une des particularités sur l'archipel du Vanuatu. Alors que par ailleurs, autour de la région, c'est la plaque pacifique qui entre en subduction, alors qu'au niveau du Vanuatu, c'est la plaque australienne qui entre en subduction. La vitesse, elle est beaucoup plus rapide par rapport à la vitesse normale de la plaque australienne. Et ensuite, il y a 3 millions d'années, on assiste à comment on appelle cette collision, pardon. Donc, vous avez la Nouvelle-Calédonie, ça bouge, toute cette zone bouge, et on a l'arc, hein, une partie de la Nouvelle-Calédonie qui est beaucoup moins dense, donc qui va pas chercher à s'enfoncer, il va rentrer en collision avec l'archipel du Vanuatu. Et donc, du coup, ça crée plutôt une collision au niveau de Sonto et de Malikulu. Et ça, c'est une autre particularité de cet arc. Donc ici, on a quelque chose qui entre en subduction alors que habituellement c'est la plaque pacifique qui entre en subduction. La plaque australienne entre en subduction alors qu'habituellement c'est la plaque pacifique qui entre en subduction. Et en plus, on a affaire à une collision entre
la zone d'Entrecasteaux, qui est plus rigide, sur la partie euh, nord du Vanuatu. Et donc, cette collision, si vous regardez bien, on a une subduction, la zone de subduction arrive au sud et il s'arrête ici et il reprend au nord. Cette zone d'Entrecasteaux, eh bien, il résiste à la subduction. Bien, il y a une partie quand même qui descend sous l'arc, mais il y a une partie qui est restée bloquée au niveau de son taux. D'autres particularités sur le Vanuatu, tout ça, tous ces processus agissent, sont responsables de séismes qu'on voit au Vanuatu. Et là, c'est une figure que j'ai récupérée de ce papier. C'est une assez vieille papier, déjà un vieux papier, pardon. Il vient de 97, mais qui montre que ça, c'est depuis le nord et on descend jusqu'au sud de l'arc. Donc ça, c'est la zone de subduction. Donc si je retourne en arrière, ça correspond à des coupes le long de l'archipel. Donc on commence au nord et après on descend au sud. Et donc lorsqu'on est au nord, tout à fait au nord, on assiste à un détachement. Donc la plaque subductée, elle est cassée au nord et elle est cassée et ça se poursuit jusqu'à peu près au centre, là où il y a le séisme au niveau de l'Éphaté. Jusque-là, il y a eu une cassure, donc la plaque subductée, elle est cassée, alors que lorsqu'on va descendre au-delà d'Éphaté, lorsqu'on arrive au sud et on descend jusqu'au sud de l'archipel de Vanuatu, eh bien, on n'a plus cette cassure. Et alors, l'une des hypothèses qui permet d'expliquer pourquoi est cette cassure est vraisemblablement liée à la collision qui est ici. La collision, elle a démarré quelque part ici. Là, c'est Malikolo et Éphaté, elle est à peu près là. Et donc, la collision a eu lieu et c'est cette collision-là qui aurait provoqué la cassure de la plaque subitée. Et donc, c'est pour ça qu'on a, depuis cette zone au centre de Éphaté jusqu'à à peu près ici, on assiste à la cassure de la plaque subductée, alors qu'au sud, plus on s'éloigne de cette zone d'Entrecasteaux, et plus la plaque est restée intacte et n'est pas cassée. Une autre particularité dans cette cassure, c'est au niveau de Gawa, Santa Maria et Aoba. C'est-à-dire que, je reviens, pardon, c'est à ce niveau-là, dans cette zone-là, il y a une cassure, mais elle est moins marquée que la partie au nord et la partie au sud. Et l'une des hypothèses qui a été mise en avant, c'est cette euh, matière-là, cet ensemble, cette masse, pardon, qui est arrivée depuis l'ouest, depuis l'est, pardon, le bassin nord-fidjien, donc il arriverait d'ici, et qui viendrait sous l'arc du Vanuatu, mais en dessous de cette partie Ambaé, de partie là, pardon, je parle d'Ambaé, mais Ambaé, c'est une île qui est ici, et jusqu'au nord, et que la présence cette masse empêche la plaque de plonger plus bas. Donc, il est cassé, mais il ne s'est pas descendu plus bas comme on a vu sur les autres. Donc, voilà encore une autre particularité de cet arc. Donc là, il y a énormément des phénomènes en jeu qui fait qu'il y a énormément de séismes au Vanuatu, le long de l'arc. Et tout ça est lié simplement au processus euh, lié
au contexte géodynamique. Je terminerai par, par ce slide pour dire que on a mesuré aussi sur en volcan, dans ces zones, on a trouvé des, des particularités assez effrayantes aussi, c'est que on en retrouve avec des dégazages. Donc là, ce sont des volcans actifs avec leur volume de gaz, de SO2 qui sont relargués dans l'atmosphère et ils sont extrêmement élevés. Celui-là, par exemple, c'est en Brime, il serait équivalent, le gaz qu'il a relargué là, et c'est l'équivalent de l'ensemble de gaz de SO2 libérés par les volcans indonésiens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'arc Indonésie. Eh ben, il est énorme, il fait plus de 5000 km en distance, et énormément de volcans actifs, au moins 78 actifs actuellement, qui dégazent. Eh ben, tout ça additionné, on, on arrive à, à une masse qui est beaucoup plus faible par rapport à celui-là. Donc, on est ici dans encore une particularité de cet arc qui a tendance à relarguer des gaz volcaniques extrêmement importants. Et une autre particularité ici, c'est que, ça c'est un papier qu'on a sorti cette année, c'est qu'à l'école, on nous apprend à reconnaître les volcans par leurs manifestations et on dit que les volcans basaltiques, eh bien, ils ont tendance à créer des coulées de lave, des éruptions effusives, alors que les volcans non basaltiques, c'est des volcans explosifs, eux, eh ben, ils vont générer évidemment des grosses explosions, ceux dans la zone de subduction. Comme au Vanuatu, c'est des zones de subduction. Donc, sauf que c'est à cause de tous ces particularités, toute cette complexité géodynamique, on se retrouve avec des basaltes, des volcans basaltiques dans la zone de subduction. Donc, Ombrae, c'est l'exemple flagrant, l'exemple de cet archipel, où on assiste ici à un volcan bouclier qui rejette Normalement, l'île, elle est formée de coulées de lave, de successions de coulées de lave, mais la dernière éruption, on avait mesuré des quantités de gaz extrêmement élevées qui sont responsables d'une manifestation explosive, alors que ce volcan devrait être un volcan avec des activités plutôt effusives. Donc, on ne va pas avoir des explosions, des très grosses explosions. Eh bien, non. Les résultats nous montrent que finalement, les volcans basaltiques sont capables de générer des très, très grosses explosions, ce qu'on appelle des pliniennes ou des subpliniennes. Donc, avec des panaches qui peuvent aller au-delà de 10 à 10 000 mètres. Donc, toutes ces particularités de, que j'ai essayé de résumer là, dans la région et au sud de l'arc de Vanuatu, sont responsables, donc finalement, de la géodynamique et de nombreux séismes qu'on retrouve le long de l'arc. Et l'arc, elle est extrêmement active. Et donc, on avait comptabilisé 86 séismes de magnitude 7 et plus sur les 100 dernières années. Eh bien, ça va continuer. Et donc, il faut s'attendre à d'autres gros séismes dans l'arc, le long de l'arc. Et ça, on ne peut pas s'y échapper. Et la particularité de cet arc que j'ai essayé de résumer nous montre que c'est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas compris la totalité en certains aspects de fonctionnement de cet arc. Voilà en gros ce que je voulais vous présenter sur les,
les raisons ou comment dire ça, les aspects scientifiques derrière les manifestations ou les séismes tels qu'on a vu sur FAT ou proche des FAT le 17 décembre 2024. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez suivi. Si vous avez des questions, eh ben, je suis prêt à apporter des éléments de réponse si je peux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Bali? Pas de questions? D'accord, ok. Donc, les étudiants n'ont pas de questions. Je vous remercie beaucoup pour la présentation très, très riche et il y a beaucoup de informations intéressantes, Oui. beaucoup. Et j'espère que dans la future, euh, vous pouvez nous donner d'autres présentations comme ça. Et les enseignements disposés, est-ce que ça se rapproche de ça un peu? Est-ce qu'il y en a qui font de la géologie, qui font de sciences de la Terre un peu sur les formations disposées à l'AUF? À Hanoi, je parle. L'AUF ne donne pas des formations. En fait, c'est chez les universités membres. Il y a OK, des formations. L'AUF ne donne pas des formations. d'accord. OK. Mais à part des informations, des cours à l'université, ces informations comme ça, c'est très intéressant. Ça donne plus d'informations aux cours universitaires. C'est très intéressant. Oui, oui, ouais, voilà. Ma question était de savoir si toutes les notions toutes les informations que que j'ai données, ils ont déjà vu. Est-ce que ils arrivent à suivre et à comprendre un peu ce que j'ai essayé de donner. Merci beaucoup. Donc, on applaudit. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Donc, bonne journée à tous et à très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.